Dans cet épisode de Cruauté en face story, nous plongeons dans une affaire aussi troublante qu'incompréhensible. Une relation de confiance, un geste de politesse et une fin d'une brutalité insoutenable. Ce qui s'est passé ce matin-là défie la logique. Pas de mobile clair, pas de conflit apparent, juste un silence pesant et une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Quand l'horreur surgit là où l'on se sent le plus en sécurité, une simple visite peut devenir un piège mortel. Et parfois, les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Ils dorment dans la pièce d'à côté. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car certaines vérités sont plus sombres qu'elles n'y paraissent. Brooke Preston est née le 1er septembre 1995 à Sayre, en Pennsylvanie. Elle avait 2 grandes sœurs, Jordan et Jessica, et leur famille était très unie. Vraiment, pas juste pour les photos de Noël. Brooke était particulièrement proche de ses parents et surtout de Jordan, qui avait 2 ans de plus qu'elle. Les 2 sœurs étaient inséparables, comme 2 meilleures amies, ou plutôt comme 2 partenaires de crime, mais version adorable. Elle respirait la joie de vivre. Elle était sociable, entourée d'amis, et elle illuminait littéralement la maison. Enfin, façon de parler. Ce n'était pas une lampe. Elle adorait les animaux et, sous son apparente douceur, elle avait un caractère bien trempé, l'indépendance incarnée. Après avoir obtenu son diplôme en 2013, elle a pris son envol pour la Floride, où elle a intégré le Collège d'État de Floride. 3 ans plus tard, diplôme en poche, elle est retournée brièvement en Pennsylvanie, histoire de revoir sa famille, ses amis et son petit ami Brian. Puis, direction West Palm Beach, en Floride, où elle s'est installée chez Jordan. C'est là qu'entre en scène Randy, leur meilleur ami. Lui aussi voulait s'installer en Floride. Pourquoi? Parce que c'était, selon lui, l'endroit rêvé. On ne sait pas trop ce qu'il imaginait. Du soleil, des palmiers, une vie facile. En tout cas, les sœurs n'ont pas été contre l'idée qu'ils deviennent leurs voisins. Mieux encore, elles l'ont invité à vivre avec elles. Un vrai trio inséparable. Du moins en apparence. Randy, lui, venait d'un foyer un peu plus chaotique. Il avait été élevé par une mère célibataire après le divorce de ses parents, alors qu'il était encore tout petit. Son père, presque un fantôme, qui apparaissait parfois, souvent ivre. La mère de Randy, elle, enchaînait les boulots. Barmaid, serveuse, parfois 3 jobs en même temps pour joindre les 2 bouts. Et elle aussi avait tendance à lever un peu trop le coude. Résultat, la famille bougeait sans cesse à la recherche d'une vie meilleure. Finalement, en 4e, ils ont atterri en Pennsylvanie. C'est là qu'il a rencontré Jordan. Très vite, il est devenu un habitué de leur maison et considérait Brooke et Jordan comme ses sœurs. Il a décroché son diplôme en 2011 et s'est inscrit à l'université de Mansfield pour étudier le droit pénal. Ironique quand on connaît la suite. Il a même travaillé comme surveillant dans une prison, une expérience formatrice on suppose. Mais en 2013, son penchant pour les substances illicites lui a coûté son job. Viré, mis en probation. Il a alors laissé tomber ses études et est retourné vivre chez sa mère, trouvant un poste dans une usine. Il n'a pas tardé à avoir des ennuis avec la justice. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse et condamné à une amende. En 2014, il a récidivé en rentrant du mariage de sa sœur. Cette fois, il a écopé d'1 mois de prison. Mais le pire était encore à venir. Pendant son incarcération, un événement tragique a frappé sa famille. Son père, âgé de 53 ans, a tué sa compagne, Gail Monahan, avant de disparaître. Et comme si la situation n'était pas déjà assez dramatique, 2 mois plus tard, son père a été retrouvé mort dans sa voiture, en Alabama.
suicide. Randy a appris tout cela depuis sa cellule. Un choc brutal, une tragédie de plus à ajouter à la liste. Son père lui a laissé un héritage de 25 000 $. Une maigre consolation. Après cela, a décidé de prendre un nouveau départ et a déménagé en Floride pour vivre avec Jordan et Brooke. Les sœurs, conscientes du drame qu'ils venaient de traverser, ont voulu le soutenir. Ils travaillaient tous les trois pour payer leurs factures et menaient une vie plutôt ordinaire, sorties à la plage, soirées entre amis. Ils formaient un trio inséparable. Mais la stabilité n'a pas duré. Randy a quitté son emploi. Salaire trop bas selon lui. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas donné la peine d'en chercher un autre. Petit à petit, il a replongé dans la drogue, enchaînant les nuits de fête jusqu'à finir dans la rue, dormant dans des coins sombres. L'argent de son héritage disparu en 3 mois. Pendant ce temps, Brooke avançait dans sa vie. En décembre 2016, elle a déménagé à Buffalo, dans l'État de New York, pour vivre avec son copain, Brian, 24 ans. Leur relation devenait sérieuse au point qu'ils commençaient à parler mariage. Elle a trouvé un emploi et semblait plus heureuse que jamais. En mars 2017, elle a décidé de retourner en Floride pour rendre visite à ses sœurs et récupérer quelques affaires. Apprenant son arrivée, Randy, alors âgé de 24 ans, a fait mine de reprendre sa vie en main. Fini la drogue, fini les soirées interminables. Il a même accueilli Brooke à l'aéroport le 23 mars. Il avait l'air en forme et elle était heureuse de le voir ainsi. Jordan, elle, était absente, partie au Colorado. Leur première soirée s'est bien passée. Ils ont bu, célébré les retrouvailles. Tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'au lendemain. Randy a trop bu et est devenu agressif. Brooke, sentant l'orage arriver, a appelé un ami, Tyler, pour qu'il vienne la chercher. Elle a rassemblé quelques affaires et s'apprêtait à passer la nuit ailleurs. Mais avant de partir, elle a vécu une scène sortie tout droit d'un film d'horreur. En entrant dans sa chambre, elle a découvert Randy. Nu, caché dans son placard, un doigt sur les lèvres, lui demandant de ne pas faire de bruit. Autant dire que ce n'était pas une blague qui faisait rire. Terrifiée, elle a quitté la maison sans ses affaires et s'est enfuie avec son ami. En montant en voiture, elle a lâché une phrase lourde de sens. Randy a encore perdu la tête. Le lendemain matin, le 25 mars à 7h30, elle a pris son courage à 2 mains et est retournée récupérer ses affaires. Elle espérait que Randy soit sobre et normal. Son amie Kayla l'attendait dehors. En entrant, elle l'a vu dormir. Soulagée, elle a commencé à ranger ses affaires. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Randy s'est réveillé. Il avait clairement la gueule de bois du siècle. Il est allé chercher un verre d'eau, a aperçu Brooke et elle, par pure politesse, lui a proposé de prendre le petit déjeuner. Il a décliné, se plaignant d'un mal-être. Puis, quelques instants plus tard, il lui a envoyé un message. Il s'excusait pour son comportement et voulait lui offrir un cadeau. Brooke n'avait aucune idée que ce cadeau allait être le pire de sa vie. Brooke n'était pas en colère, pas rancunière pour un sou. Elle a décidé de retourner voir Randy pour apaiser les tensions, pour tourner la page. Une réconciliation entre amis, pensait-elle. Elle est arrivée à la maison après le petit déjeuner, à 8h35, avec l'idée que tout allait bien se passer. En entrant, elle n'a pas vu Randy dans le salon. Rien d'inquiétant. Elle s'est dirigée vers sa chambre. Il était là, allongé sur le lit, visiblement en pleine récupération post-gueule de bois. Il lui a offert un t-shirt, une petite attention, sans doute pour s'excuser. Ils ont échangé quelques mots, se sont pris dans les bras. Et là, tout a basculé. Sans prévenir, il a sorti un couteau. Brooke n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait.
En un instant, il s'est jeté sur elle. 1 coup, 2, 3, 25 coups de couteau, dans le ventre, le dos, le cou. Et pour finir, il lui a tranché la gorge. Un carnage, un véritable déchaînement de violence. Et malgré l'horreur, malgré la douleur, Brooke s'est défendu, jusqu'à son dernier souffle. Après avoir commis l'irréparable, Randy s'est calmement changé, a pris la voiture de Brooke et est parti pour le parc Haverhill. Il était 8h57. À 9h04, il a appelé le 911. Voix tremblante. Il a lâché « Je suis au parc Haverhill. S'il vous plaît, envoyez la police. C'était moi. Je suis désolé. » En attendant les forces de l'ordre, il a envoyé un dernier SMS à sa mère. « Je t'aime. » À l'arrivée des policiers, il était couvert de sang, de coupures, de griffures, les mains, la poitrine, un vrai champ de bataille ambulant. Dans la maison, les agents ont découvert l'horreur. Le corps de Brooke gisant sur le sol, recouvert d'une couverture, comme si ça pouvait atténuer ce qu'il venait de faire. Du sang partout. Une scène de crime insoutenable. Lors de son interrogatoire, Randy n'était plus qu'un tas de regrets. Il pleurait, murmurait des mots incompréhensibles, comme si sa langue refusait d'admettre ce que ses mains avaient fait. Quand les enquêteurs lui ont demandé ce dont il se souvenait, il a répondu « le t-shirt, un câlin, puis le trou noir ». Quand il a repris conscience, selon lui, il avait du sang sur les mains et Brooke était étendu dans le salon. Les policiers lui ont demandé s'il s'était levé du lit. Il a répondu « oui, apparemment ». Qui, selon lui, avait tué Brooke? Il n'y avait personne d'autre, a-t-il lâché. Donc c'était lui. Il se souvenait très bien s'être changé, avoir pris la voiture, s'être rendu au parc. Il a même précisé qu'il avait laissé son téléphone dans le véhicule. La famille de Brooke, elle, n'y croyait pas. Pas lui, pas Randy, le meilleur ami de leur fille depuis des années. Pourquoi aurait-il fait ça? C'était impensable. Les enquêteurs lui ont posé la même question. Pourquoi? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. Il a juré qu'il n'avait jamais été amoureux de Brooke. Il n'avait, selon ses dires, aucune attirance physique et considérait les sœurs comme sa propre famille. La veille, il aurait bu un peu, mais pas de dispute, juste une soirée banale, d'après lui. Mensonge. Selon Kayla, Brooke lui avait confié que Randy avait beaucoup trop bu et était devenu agressif. C'est précisément pour ça qu'elle était partie. Les caméras de surveillance ont confirmé les horaires. Arrivée de Brooke, départ de Randy. Elle n'est restée que 22 minutes dans cette maison. 22 minutes où tout a dérapé. 22 minutes que personne ne pourra jamais vraiment reconstituer. Randy a été inculpé pour meurtre au premier degré. Pas d'avocat de renom pour lui, juste un commis d'office. Pas de plaidoyer émotionnel ou de stratégie brillante. Seulement un homme, en sang, incapable d'expliquer pourquoi il a massacré sa meilleure amie. Le procès n'a débuté qu'en 2019, 2 ans après le meurtre. 2 ans d'attente, de douleur, d'incompréhension. Mais une chose était claire dès le départ. Personne ne doutait de la culpabilité de Randy. Pas même lui. Le couteau de chasse utilisé pour tuer Brooke? Le sien. Il le gardait bien sagement à côté de son lit, comme un doudou mortel. Les empreintes digitales de Randy? Sur la lame. Le sang de Brooke? Aussi. Et comme si ça ne suffisait pas, des fragments de peau de Randy ont été retrouvés, sous les ongles de Brooke. Elle s'était battue jusqu'à la fin. Mais surprise au tribunal, il ne plaide pas coupable. Il ne nie pas avoir poignardé Brooke, mais affirme qu'il dormait à ce moment-là. Oui, tu as bien entendu. Il dormait. La défense soutient que Randy a agi dans un état de somnambulisme violent. En clair, il aurait tué Brooke dans son sommeil. Petit problème. Il n'a jamais mentionné ce détail lors de son interrogatoire initial.
Cette version est sortie de nulle part, ou plutôt après qu'un psychiatre lui a demandé s'il avait déjà été somnambule. Et là, miracle, souvenir d'enfance activé. Il affirme qu'il marchait en dormant quand il était petit. Sa mère confirme. Apparemment, il pouvait boire de l'eau, grignoter un truc et retourner se coucher. Une fois, il serait même allé à son travail en vélo, en dormant. Il se serait assis au bar, puis serait reparti. On croirait un sketch. Autant dire que cette défense a divisé la salle d'audience. Les proches de Brooke et l'accusation n'en ont pas cru un mot. Pour eux, il s'agissait d'un meurtre prémédité. Point. Le hic, c'est qu'il n'y avait aucun motif clair. Et ça, la défense s'en est servie. Pourquoi aurait-il tué son ami proche sans raison? Des experts ont été appelés. Théoriquement, oui, un somnambule peut tuer. C'est rare, mais pas impossible. Mais dans ce cas précis, difficile à croire. Randy avait offert un t-shirt, dit au revoir, vu Brooke sortir de la chambre. Puis, il aurait dû se rendormir, entrer dans une phase de sommeil profond, se relever, rattraper Brooke, et la poignarder 25 fois avec précision chirurgicale. En moins d'une minute, les experts ont été formels, impossible. Le cerveau humain ne plonge pas dans un état de somnambulisme aussi rapidement. Il faut du temps, et dans ce cas, Brooke serait déjà loin. Jordan, la sœur de Brooke, a témoigné. Elle avait vécu avec Randy dans la même chambre pendant plus de 6 mois. Et jamais, pas une seule fois, elle ne l'avait vu marcher en dormant. Pas de sandwich nocturne, pas de vélo fantôme, rien. L'accusation a alors soulevé une hypothèse. Randy aurait eu des sentiments refoulés pour Brooke, mais les aura toujours niés, par peur du rejet. Et là, il savait que c'était la fin. Elle allait retourner vivre avec son fiancé, Brian, pour de bon. Il n'aurait plus jamais l'occasion de la voir, ni de tenter quoi que ce soit. Alors, il a voulu changer. Avant son arrivée, il a arrêté l'alcool, la drogue, il a essayé de redevenir le bon vieux Randy. Il s'est préparé. Mais le soir de son arrivée, il s'est senti libre, peut-être un peu trop. Il s'est déshabillé, a tenté une approche. Brooke l'a vu, et elle est partie. Ce rejet l'a humilié. Le lendemain matin, quand il l'a vu revenir pour récupérer ses affaires, il est resté calme, au début. Mais dans sa tête, ça tournait. Il l'a regardée, puis il a envoyé un message, un piège. Il lui a proposé un cadeau. Elle est revenue dans la chambre. Il était allongé sur le lit, prêt. D'une manière ou d'une autre, il a tenté de lui parler de ses sentiments. Elle l'a repoussé. Poliment? Peut-être, fermement, sûrement. Et c'est là que tout a explosé. Dans un accès de rage, de frustration, de désespoir, il l'a attaquée. Les voisins ont rapporté avoir entendu des cris glaçants. Le médecin légiste a été clair. Les coups étaient précis, profonds, portés avec une cruauté glaçante. On n'était pas face à un somnambule désorienté, mais à un homme pleinement conscient, guidé par une rage froide. Après 5 heures de délibération, les jurés sont revenus avec un verdict. Sans surprise, coupable de meurtre au 1er degré, à l'unanimité. Randy a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Aucune chance de sortie, aucun espoir, juste une cellule pour le restant de ses jours. Mais en avril 2021, il a tenté un dernier coup de poker. Il a fait appel, arguant qu'il y avait eu une erreur lors du procès. Selon lui, le juge aurait mal instruit les jurés avant qu'ils rendent leur verdict. Peut-être espérait-il une libération technique, un petit miracle judiciaire. Mais non, rejeté, fort heureusement. Face à la justice, Randy a finalement lâché un discours confus, mi-larmoyant, mi-justificatif. Je pense que ce qui s'est passé dans mon cas aurait pu être le résultat d'un énorme stress, de dépression, de traumatisme et d'alcool
qui ont essentiellement conduit à une sorte de trouble mental inexplicable. Traduction : ce n'était pas vraiment moi. C'était mon stress, ma tristesse, mon verre de trop. Puis il a ajouté : une partie de moi pense que je mérite la perpétuité, mais une autre partie sait que je n'ai pas agi intentionnellement et que je mérite une seconde chance. Une déclaration bancale, comme s'il hésitait encore entre remords sincères et tentative de réhabilitation. Aujourd'hui, il purge sa peine derrière les barreaux. Ironie du sort, il enseigne les mathématiques. Il travaille aussi sur quelques tâches administratives, mais passe surtout son temps à l'écart des autres détenus, dans un coin de la bibliothèque, plongé dans ses lectures. Peut-être essaie-t-il d'oublier. Peut-être essaie-t-il de se convaincre que ce qu'il a fait n'était qu'un cauchemar éveillé. Mais pour la famille de Brooke, ce cauchemar, lui, est bien réel, et il ne s'effacera jamais. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.